13 dimanche, le magazine politique de France 3, invité Jean-Luc Mélenchon, coprésident du parti de gauche et député européen. Rebonjour Jean-Luc Mélenchon, bonjour pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure. Dans un monde économique de plus en plus mondialisé, quelle est la place de la France? Comment sauver les emplois? Les derniers chiffres du chômage montrent combien ces enjeux sont urgents évidemment. Et un an après l'élection de François Hollande à l'Élysée, des réformes ont été mises en place pour tenter de relancer l'économie et l'emploi. Mais personne n'a l'air d'y croire ou ne veut y croire. Et vous dites avoir des solutions. On verra si c'est aussi simple que ça. C'est peut-être pas si simple. On va y revenir. L'image de la semaine, c'est le voyage de François Hollande en Chine. C'est jamais simple dans la vie. On va en parler. Le voyage de François Hollande en Chine, la Chine qui est considérée, vous le savez, comme un concurrent impitoyable, souvent synonyme d'ailleurs de délocalisation. François Hollande a déclaré qu'il voulait lever tous les obstacles pour les investissements chinois en France. Faut-il vraiment lever tous les obstacles ou faut-il se méfier des investissements chinois en France? Je ne suis pas surpris de cette remarque du président Hollande qui atteste de sa façon de voir l'économie du monde. Ce n'est pas du tout le chemin qu'il faut prendre. La question n'est pas de favoriser les investissements chinois en France, car les investissements chinois, comme tous les autres investissements qui sont faits en France, aujourd'hui nous sommes la deuxième destination ou la troisième destination du monde. Ce n'est pas le problème. Le problème dans les relations qu'on doit établir avec la Chine, c'est en partant de ce que la Chine essaye de faire, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce cadre-là? Chinois et nous pouvons nous entendre sur un sujet, des rapports équilibrés. C'est ça la discussion à avoir. Pour l'instant, c'est complètement déséquilibré. Mais bien sûr. C'est-à-dire que si les Chinois viennent en France, par exemple, il y a un risque de fuite de savoir-faire français. Mais ça, c'est déjà parti. De toute façon, le président Hollande ne fait rien. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'Alcatel-Lucent, pour obtenir un emprunt, a fait un emprunt à Goldman Sachs et a mis en échange, en contrepartie, 27 000 brevets de la téléphonie française. Qu'ont fait les dirigeants français? Rien du tout. Quant à EADS, qui est le fleuron de l'aéronautique française, notamment dans le cadre européen, eh bien, 70% de son capital est mis sur le marché international. Monsieur Xi Jinping achète EADS quand il veut. Il n'y a pas besoin de l'autorisation de François Hollande. Laissez-moi vous dire maintenant ce que je crois qu'il faut faire avec les Chinois. Les Chinois, dans leur dernier plan, le 11e plan, ont décidé de revenir avec comme priorité leur développement intérieur. C'est-à-dire, au lieu de fonctionner comme une économie à l'exportation, d'être d'abord une économie qui cherche à développer de façon endogène. Ils sont à 1,4 milliard. Mais est-ce que vous réalisez ce que c'est 1,4 milliard? C'est toute la Russie, toute l'Europe et l'Afrique. C'est ça que ça représente. Donc, ils vont le faire. Et donc, nous sommes en état de leur dire, puisque vous voulez vous développer en interne plutôt que sur le reste du monde, nous pouvons donc mettre en place un protectionnisme solidaire chez nous et chez vous. Comment on s'accorde? Voilà les discussions sérieuses. Vous dites, regardez, Nissan qui fait fabriquer des voitures au Mexique, en Inde, en Chine aussi, annonce pour 2016 le rapatriement de la production de la Nissan Micra en 2016 en France à Flins. C'est une bonne idée, ça? Bien sûr. C'est bien. Mais Nissan n'est pas chinois, sauf erreur. Il est japonais, mais il fait produire aussi en Chine. Non, il n'est pas japonais. Les Français, c'est la propriété de Oui, Renault. mais il fait aussi produire en Chine. Oui. Et alors, donc, quelle est la question? C'est une relocalisation, c'est une bonne chose. Oui. Ce sera des emplois qui seront en France, du coup. Oui. Et alors? C'est pas une bonne chose? Si, mais quel est le rapport? Est-ce que nous devons ça, justement, c'est que tout ne part pas en Chine. Il y a des choses qui reviennent en France. Oui, bien sûr. Et à mon avis, ce n'est que le début. Car pendant tout un temps, on a fonctionné sur un mythe. Produire à l'extérieur, c'était très bien. Mais ce qui sera installé en Chine, rendez-vous compte que comme il s'agit d'un marché intérieur de 1,4 milliard d'habitants, ça ne reviendra pas. Ouais. Là, vous parlez de Nissan, qui est une des entreprises de Renault. Donc, bien sûr qu'il vaut mieux relocaliser, d'abord pour des raisons écologiques, ensuite pour des raisons d'emploi, et enfin parce que ça nous permet de maîtriser notre modèle de développement. Voyez, nous n'allons pas faire des voitures... Pardon? Vous voyez que ça a un lien, finalement, tout ça. Mais je voudrais qu'on vienne à l'emploi. Je ne l'ai pas vu, mais vous l'avez vu. Parce que justement, est-ce que vous avez compris ce que moi je vous ai dit? Oui, absolument. Est-ce que vous comprenez que je dis qu'avec les Chinois, on peut avoir une discussion rationnelle et qu'on peut faire avancer le thème du protectionnisme solidaire avec eux? On a compris. Parce que c'est un grand pays qui a une tradition d'État. Voyez-vous, à la différence des États-Unis d'Amérique, permettez-moi de vous le dire à cet instant, est-ce que vous savez que M. Obama, avec l'accord de Mme Merkel, de M. Barroso, et paraît-il aussi de François Hollande, qui ne vous a rien dit, vont constituer en 2015 un grand marché transatlantique. Oui. Donc, c'est avec les Chinois qu'il faut s'entendre, mais c'est avec les Américains qu'on va faire un grand marché transatlantique. Alors, c'est une idée ridicule. On va parler du nombre de chômeurs en France, puisque c'est un peu le bilan de l'an 1 du quinquennat de François Hollande. Le président de la République estime que la lutte contre le chômage... Vous avez dit que tout est réglé, puisque
Nissan Non, revient en France. J'ai pas dit ça. La lutte contre Ah non, le il a pas chômage dit est ça. le seul rassemblement qui convienne. C'est ce qu'il a dit, François Hollande. Donc ça veut dire, parce qu'il a mis en place différents outils, les contrats génération, le pacte de compétitivité, par exemple, il compte beaucoup là-dessus. Si ça marche... Pas moi, hein. Non, lui, François Hollande. Si ça marche, il sera le grand gagnant. Si ça ne marche pas, il devra rendre des comptes. Je ne vois pas la chose comme ça. Je vais vous dire, au fond, je m'en fiche. C'est pas sa personne qui m'intéresse, c'est la souffrance qu'endure ce pays. Pour faire ce fameux plan compétitivité, d'accord, on donne 20 milliards aux grandes entreprises, parce que les petites n'en verront pas la couleur. On va leur donner 20 milliards. On ne leur demande ni ce qu'elles produisent, ni dans quelles conditions humaines et sociales, ni dans quelles conditions écologiques. C'est absurde. Mais pour leur donner ces 20 milliards, on va couper 10 milliards de dépenses publiques de plus, c'est-à-dire il y aura 10 milliards de moins pour payer des instituteurs, des policiers et ainsi de suite. Et en plus, on va prendre 10 milliards dans la poche des contribuables par le biais de la TVA. C'est-à-dire que ces 20 milliards donnés comme ça, jetés par la fenêtre, sans aucune condition, sont pris sur la chaîne. Il y aura peut-être quand même des créations d'emplois. On peut imaginer qu'il y ait des créations d'emplois. Mais pas du tout, ça ne se produira pas. Et vous savez pourquoi? Parce que déjà le MEDEF a dit « Ah mais vous nous donnez 20 milliards, c'est les 20 milliards que vous nous aviez pris par ailleurs. » C'est-à-dire que pour eux, comme toujours le MEDEF, des grosses larmes de crocodile avant, et une fois qu'on leur donne, ils demandent encore. Alors vous savez ils sont insatiables, et l'économie du pays n'en verra pas la couleur. Alors, on doit bien s'entendre. Il y a deux politiques maintenant. Et le monde entier en convient. Autrefois, vous aviez Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche pour vous le dire, et des économistes qu'on n'écoutait pas. Ou bien c'est la politique d'austérité, dont l'idée est qu'il faut qu'au bout du compte, les entreprises puissent, en abaissant continuellement le coût du travail, produire n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça se vende. Et de l'autre côté, il y a la politique qui dit pas d'austérité, relance de l'activité dans des secteurs écologiquement soutenables, parce que nous sommes obligés maintenant de tenir compte de cela. Il y a deux politiques, c'est l'une ou l'autre. François Hollande a choisi pour l'instant la politique de l'offre. Elle conduit à un désastre économique, social et national. Mais juste deux choses. L'une de vos propositions phares lors de la présidentielle l'année dernière, c'était d'interdire les licenciements boursiers. Oui. Or, aujourd'hui, les entreprises qui licencient, ce n'est pas forcément les entreprises du CAC 40. Comment vous feriez pour contrer les Attendez, licenciements? commençons d'abord par parler des licenciements boursiers, si vous voulez bien. Mais parce c'est que pas tout de même, il en existe. Oui, mais c'est pas que ça aujourd'hui. Oui, C'est aussi les mais on a petites compris, mais entreprises. c'est toujours le sujet d'à côté qui est intéressant. Mais c'est aussi ça. Vous convenez qu'il y a des licenciements boursiers, ou bien est-ce que vous êtes en train de faire la révélation qu'il n'y en a pas dans ce pays? Il y en a dans les grandes entreprises, mais aussi beaucoup dans les petites entreprises. Bien. Mais ça, c'est un autre cas. Commençons par les licenciements boursiers. Si nous voulons arrêter l'hémorragie, il faut d'abord commencer par empêcher que l'on liquide les emplois qui ne sont menacés par rien d'autre que par la cupidité des actionnaires qui veulent à tout prix leur faire cracher, au lieu du 4 ou du 5 de taux de profit, du 12, du 13, du 15 ou du 18, comme ça a été le cas pour une grande entreprise, Arkema, qui s'appelle maintenant, je ne sais plus comment en anglais. J'ai oublié aussi pour tout vous dire. Oui, qu'on a Chemwan. Voilà, qu'on a vendu à un dépeceur. Et en France, on ne produira plus 1 mètre carré de PVC. Le PVC, c'est tout ce que vous connaissez, les tuyaux, etc. On n'en produira plus en France. D'où vient ce massacre? Du fait que cette entreprise qui gagnait du 10 ou du 12, ils veulent la passer à 18. Et ils l'ont fermée. Donc déjà, commençons par nous dire qu'il y a les licenciements boursiers. Le 16 mai, nous passons une proposition de loi à l'Assemblée. Alors, c'est pourquoi je m'y attache autant. C'est que je ne voudrais pas conduire tout ça, c'est secondaire. Après, tout le reste des entreprises. Comment peut-on faire avancer les choses? En faisant de la relance de l'activité économique. Si vous connaissez un autre moyen, dites-nous-le vite. Non. Parce que le président de la République a essayé sa politique de l'offre qui conduit à un désastre dans toute l'Europe. Monsieur, est-ce que vous savez, pardon, je sais que vous le savez, que nous sommes en récession dans toute l'Europe. Oui. Et ceci a une cause. Le gouvernement allemand. Rien ne tombe du ciel, c'est pas la mondialisation, je ne sais pas quoi. C'est la politique d'austérité imposée par le gouvernement allemand à tout le reste de l'Europe qui est en train de détruire l'Europe du Sud et nous en tombe bien parce qu'on va en parler. Parce que là, on entend que vous annoncez ou que vous craignez le pire. Mais c'est clair. Le pire, est-ce une stratégie? C'est la question. Mais c'est pas une stratégie. C'est la question, entre autres, que Michel Dumoret, chef du service politique de France 3, va vous poser. On l'accueille. Francis, on dit de vous, Jean-Luc Mélenchon, que vous aimez les gens, que vous aimez aussi le combat, vous aimez électriser les foules. On vous compare à Robespierre, mais vous auriez pu aussi être un Spartacus. Il était moins expansif que moi, Robespierre. Oui, et Spartacus aussi, vous auriez pu être comparé à un Spartacus des temps modernes, à défendre comme ça les opprimés contre les nantis. Disons que je n'ai jamais été esclave, moi.
et je ne suis pas près de l'être. Regardez bien, il n'y a pas de laisse. Il n'y a pas la marque de la laisse autour de mon cou. En tout cas, on vous aime, mais aussi on vous déteste. Oui. Et vous ne laissez jamais indifférent Jean-Luc Mélenchon. Première question, vous, président de la République, qu'est-ce que vous iriez dire à Angela Merkel aujourd'hui si demain vous deviez la rencontrer ? Il y a longtemps que les Américains d'un côté et les Anglo-Saxons d'une manière générale en Europe rêvaient d'une grande intégration économique entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, les pays de l'Union européenne. Mais ce projet avait capoté dans la période de la guerre froide parce qu'il était trop ouvertement provocateur à l'égard de la Russie. Il a donc réapparu immédiatement après la chute du mur de Berlin, progressivement mais fermement. En 1998, une première formule est proposée. Elle est repoussée par le gouvernement français, qui était à l'époque celui de Lionel Jospin, Jacques Chirac étant président de la République. Les protagonistes sont donc attendus et puis ressortis leur projet en 2006, et cette fois-ci sous la forme de 2 rapports, l'un présenté par une démocrate chrétienne, l'autre par une membre du SPD, le Parti social-démocrate allemand. Et c'est en 2006 que le Parlement adopte l'idée d'un projet de grand marché transatlantique. Il s'agit d'un marché de manière assez banale, maintenant on connaît la formule, entre les États-Unis et l'Union européenne, un marché sans entrave, sans réglementation financière, enfin bref, tout ce qui fait les merveilles d'un marché unique où prévaut la concurrence libre et non faussée. Un bond en avant a été fait en 2007 sous la présidence de Mme Merkel, qui présidait l'Union européenne à ce moment. Il y a eu une rencontre entre Bush, Barroso, Merkel, et les 3 ensemble ont non seulement décidé d'amplifier le mouvement, de confirmer la date de 2015 comme date à laquelle le grand marché devrait être accompli, mais ont aussi créé un organisme qui est le Conseil européen transatlantique, le Conseil économique transatlantique, et ce Conseil économique transatlantique a déjà rendu 3 rapports. Si je mentionne ce chiffre des 3 rapports, c'est pour la raison que personne n'en a jamais entendu parler nulle part, et que ça ne fait que souligner le caractère tout à fait adémocratique de la procédure, car ce Conseil est chargé, lui, de mettre en place le grand marché pour 2015. Alors, ce marché, il pose le problème suivant. Comme, au fond, le marché unique, nous sommes maintenant bien placés pour savoir qu'un marché sans entrave réglementaire, avec la totale liberté de circulation des marchandises et des capitaux, progressivement aboutit premièrement à un dumping social total, à la règle du moins-disant social, financier, fiscal, ça c'est ce que nous avons pu vérifier en Europe, et surtout que progressivement se désintègrent toutes les structures collectives que la vieille Europe a cultivées au fil des luttes de classe et des conquêtes progressives. Je pense à toutes les institutions de santé, de services publics, d'éducation qui reposent sur le principe de la répartition et du service public, toutes choses qui sont absolument inconnues des États-Unis d'Amérique, et vous pensez bien que l'ajustement entre les deux se fait toujours dans le sens de la marchandisation d'absolument tous les biens et services. Voilà donc comment les choses, dorénavant, avancent, et il y a un organisme qui s'est constitué, un organisme parlementaire, dans lequel on trouve une délégation du Parlement européen, une délégation des 2 assemblées américaines. Et ce Conseil économique transatlantique, eh bien lui, il est coprésidé par le proche conseiller du président des États-Unis d'Amérique pour les questions économiques, et en Europe par le commissaire, le membre de la Commission européenne, qui est un social-démocrate allemand, qui a en charge, donc, avec son homologue américain, de tout faire pour que les choses avancent. Voilà. Donc c'est ça le grand projet, le grand marché transatlantique. Il a été voté systématiquement par la droite, tout le Parti socialiste européen, inclus les Français. De temps à autre, il y en a un qui s'abstient de Français, mais c'est le maximum de résistance qu'ils aient opposé à ce projet. Et évidemment, seul vote contre le groupe de la gauche unie européenne. Je crois que l'un des enjeux pour, je dirais, la liberté citoyenne des citoyens européens, c'est de pouvoir se saisir d'une question pareille, car elle ne manque pas d'ambition. Il est dit dans la dernière résolution du Parlement, elle est très récente, elle date du 26 mars de cette année, il est dit que le projet est de faire en sorte que ce partenariat soit ancré pour cette génération et les générations futures. Tout ça dans le dos des citoyens. Incroyable, non ?